Alors, tout d'abord, un petit point de description, je dirais. Le mot vitesse provient du latin vistesse, qui signifie célérité, donc celeritas. C'est pourquoi dans la formule, par exemple, d'Einstein, E est égal à mc2, le c désigne donc la constante de la vitesse, bon, en l'occurrence de la lumière. Le c, c'est donc la célérité. Alors, la vitesse est liée aussi, nous le reverrons, à la vélocité, à la rapidité et peut-être plus fondamentalement dans l'usage qu'on en faisait en grec et en latin, à l'idée d'agilité. Alors on y reviendra, l'idée d'une rapidité, d'un rythme et d'une agilité propre à la vitesse. Plus techniquement, la vitesse, c'est la grandeur définie par un temps mis pour accomplir une action qui s'obtient par la division d'une longueur par un certain temps. C'est pas une nouvelle. V égale à D divisé par T. Par convention, l'unité internationale, c'est le mètre par seconde. On a deux petites exceptions. Dans la marine, on calcule en nœuds. Hein, et en aviation, on calcule à partir du nombre Mach, du nom du scientifique Mach. De plus, d'après ce qu'on croit savoir, la vitesse de la lumière, donc un tout petit peu en dessous de 300 000 km/s, est une constante universelle indépassable dans l'univers. Voilà pour l'aspect, je dirais, objectif. Pour l'aspect subjectif, on peut noter que la vitesse est aussi un vécu, une sensation parfois illusoire. On peut aller plus vite ou moins vite qu'on le croit. L'exemple d'un voyage en avion, par exemple, est assez parlant, hein, tout comme celui de notre mouvement actuel dans l'univers. Alors, pour faire simple, on va dire qu'en ce moment même, alors que nous avons quand même une grande illusion d'inertie, je n'ai pas du tout l'impression d'être en train de bouger. La vitesse tourne autour du Soleil à environ 30 km/s. Notre système solaire est en rotation autour du centre de la Voie lactée à environ 230 km/s. Et notre galaxie se déplace tout entière à 630 km/s. L'univers tout entier étant par ailleurs en expansion selon la constante de Hubble, toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres à environ 72 km/s. Alors voilà pour le décor astrophysique, qui aurait sans doute plu à Pascal, penseur de l'infiniment petit mais de l'infiniment grand aussi. Et quand celui-ci disait que nous sommes embarqués, en effet, il ne croyait pas si bien dire. Nous sommes embarqués dans l'univers à une vitesse vertigineuse et nous sommes aussi de plus en plus embarqués aujourd'hui dans nos sociétés modernes, étant donné que tout va très vite et que nous sommes passés, pour ainsi dire, du modèle de la tradition à la mode et aujourd'hui de la mode au buzz. Donc des gens comme moi, par exemple, ont beaucoup du mal à suivre, hein, les jeunes, etc. Ce que l'on peut en déduire, outre le fait que la science révèle des vitesses et des distances ahurissantes pour nous, c'est que la vitesse est toujours liée à trois autres notions, le temps, l'espace et le mouvement. C'est pourquoi on dit que c'est une notion cinématique, liée au mouvement. Et d'ailleurs, je vous mets au défi de parler de la vitesse sans vous référer implicitement ou non aux notions de temps, d'espace et de mouvement. Que ce soit en sciences ou en philosophie, on trouve d'ailleurs de nombreuses réflexions sur le temps. Alors le temps, c'est un peu la star, ou sur le mouvement. Alors si ces thèmes vous intéressent, il y en a pléthore, Héraclite, Platon, Aristote, Saint-Augustin, Galilée, Newton, Kant, Bergson, Einstein, Heidegger, Sartre. Il y a l'embarras du choix. Et je le sais pour avoir justement préparé ce petit travail, presque aucune référence sur la vitesse. Alors l'une des rares références philosophiques que j'ai pu trouver, c'est dans l'Éthique de Spinoza, à la proposition 13 du livre 2 de l'Éthique, où il est posé que, je cite, « Les corps se distinguent les uns des autres par rapport au mouvement et au repos, à la vitesse et à la lenteur, et non par rapport à la substance. » Alors, bon, c'est bien, on est quand même assez loin d'une étude approfondie de ce qu'est la vitesse, que ce soit physiquement ou dans la vie des humains et des sociétés. Alors, on peut trouver quelques références en mythologie ou en religion. Il y a un dieu du temps, Chronos dans l'Antiquité grecque, Saturne chez les Romains, Vishnu dans l'hindouisme, vous savez que ça roule, qui symbolise le temps qui passe, et on ne rencontre jamais, à ma connaissance, de dieu de la vitesse. Alors ce qu'on peut trouver de plus approchant, c'est une divinité hindoue qui s'appelle Savitar. Et son nom est repris dans la pop culture, si vous aimez la pop culture, notamment américaine, vous avez ça dans une série qui s'appelle Le Flash, comics américain, un personnage malveillant défie le héros qui s'appelle Le Flash, qui, comme son nom l'indique, va très vite. Et ce personnage, qui s'attribue lui-même le surnom de dieu de la vitesse, se dénomme Savitar, probablement en référence à la divinité hindoue. On pourrait aussi éventuellement trouver un lien avec la déesse grecque Atalante, si on veut trouver absolument quelque chose sur la vitesse, qui mettait au défi ses prétendants de parvenir à courir aussi vite qu'elle. Et c'est d'ailleurs parce qu'elle possédait ce don qu'elle fut la seule femme acceptée parmi les Argonautes, c'est-à-dire 50 gars, pour aller conquérir la Toison d'Or aux côtés de Jason.
Autant dire que dans la tradition philosophique, le héros conceptuel, la star spéculative, c'est le temps et pas la vitesse. Et c'est sûrement pas un hasard si cette notion devient objet d'étude seulement à partir de la fin du XXe siècle. C'est sans doute aussi le modèle capitaliste qui s'est développé, accéléré par l'invention des nouvelles technologies, qui a fait que les distances et les délais, autrement dit l'espace-temps socio-économique, a lui-même énormément changé, a accéléré et pose désormais problème. Vous savez, les philosophes sont des gens ordinaires finalement, c'est comme nous, du moment que ça fonctionne, on ne se demande pas comment ça fonctionne. C'est quand le smartphone commence à dysfonctionner ou que la voiture tombe en panne qu'on s'intéresse à la mécanique. En philosophie, c'est pareil, tant qu'il n'y a pas de problème concret, existentiel lié à la vitesse, on s'intéresse à d'autres concepts. Alors, on redescend un petit peu sur Terre, à nos toutes petites échelles, telles qu'on en a dans l'expérience quotidienne. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que les végétaux, les animaux et les humains ont des savoirs, parfois des savoir-faire et des savoir-être. Ce ne sont pas les mêmes, ils sont plus ou moins élaborés, transmissibles ou non, perfectibles ou non, réflexifs ou non. Mais la vitesse joue toujours un rôle déterminant en ce qui concerne les savoir-faire. Que ce soit dans la maîtrise du corps, par exemple, ou dans la maîtrise d'un outil ou d'une machine. Autrement dit, il n'y a pas de maîtrise technique sans une maîtrise d'un certain rapport à une temporalité technique, qui n'est autre qu'une sorte de vitesse d'exécution efficace. Alors c'est ce que suggère d'ailleurs, je disais, le mot même de vitesse, agilité, qui est donc un talent, une technique qui permet d'être véloce. Ainsi, petit exemple, la technique de chasse d'un léopard est notamment liée à sa vitesse, ici de prédation. La technique de fuite ou de camouflage en dépend aussi pour d'autres animaux. On peut prendre quelques exemples pêle-mêle afin de souligner la variété et l'omniprésence de la technique chez l'homme, toutes ces techniques reposant sur la maîtrise d'une vitesse qui leur est propre. Alors j'en ai noté quelques-unes, la conduite automobile, le sport, dribbler au football, servir au tennis, et toutes les variétés de course à pied, à ski, hippique, etc. Les techniques liées au corps, qu'on pourrait qualifier de somatiques, les massages, la sophrologie, en rapport à la vitesse. Les arts martiaux, la boxe, le karaté ou l'aïkido diffèrent par bien des aspects, mais notamment par leur rapport à la vitesse. Les beaux-arts, la danse, le chant, la musique, évidemment le rythme, le tempo sont omniprésents. Etc. La cuisine, voilà, si on veut, si on considère que c'est un art. Sinon, la tarte est brûlée, les pâtes sont pas al dente ou les œufs ne montent pas en neige. Voilà. De même, avec l'invention de la voiture, qui succède à la conquête du cheval, les déplacements nouveaux et plus rapides deviennent possibles. En inventant l'écriture, le télégraphe et Internet, on développe des échanges d'informations et on les rend plus rapides. En passant du troc à l'argent, puis à l'apparition des banques et du moyen de paiement dématérialisé qu'on connaît maintenant, on démultiplie et on accélère les échanges monétaires. C'est d'ailleurs l'un des enseignements du mythe de l'Atalante, dont nous avons parlé. La vitesse est un outil qui peut même être une arme redoutable, et elle est par exemple ce qui rend possible la rhétorique, efficace la rhétorique, belle une mélodie, puisque tous ces arts reposent sur un certain tempo. Mon fils est passionné par les combats de toupies et ma fille par l'équitation, et il vous expliquerait beaucoup mieux que moi en quoi est-ce que le plus important, c'est pas la force, mais c'est le rythme, qui est une vraie arme dans les combats de toupies ou dans les sauts d'obstacles. Mon fils m'a dit souvent, je dis, mais elle n'est pas forte. Non, mais elle est rapide. Ou alors elle change de rythme. Donc c'est très compliqué. On pourrait nous objecter que toute technique ne vise pas à gagner du temps, mais en vérité, les deux sont liés. Lorsque les hommes préhistoriques n'utilisèrent plus des saguets pour chasser car ils avaient inventé le tir à l'arc, cela leur a permis de chasser autant de proies en moins de temps, ou alors de chasser plus de proies en autant de temps, ou même de chasser des proies qu'ils ne pouvaient pas chasser auparavant. Les inventions techniques ont ainsi toujours pour but d'accélérer l'action et l'obtention d'un résultat. Chez nous, par exemple, chez les humains, ça se traduit par l'invention de la mécanique, de l'hydraulique et de l'électronique. Alors, il y a une petite exception qu'on peut trouver, si on veut, avec la chimie, parce que la chimie est aussi, par exemple, avec l'invention de certaines choses comme la chimiothérapie qui ralentit des processus cancéreux, ou les tranquillisants qui ralentissent les processus de conscience. Là, on a affaire à des inventions qui ne sont pas faites pour accélérer, mais pour ralentir, en l'occurrence aussi pour permettre de vivre. En toute rigueur, on peut donc dire qu'on est entré dans une ère nouvelle avec la modernité, mais pas dans l'ère de la vitesse, vers la fin du XXe siècle, comme on l'entend parfois, puisque toutes les techniques sont liées à une certaine vitesse, et que nous sommes donc entrés dans l'ère de la vitesse depuis l'invention des premières techniques.
Par ailleurs, contrairement à la plupart de celles des autres êtres vivants, nos savoir-faire à nous, humains, sont perfectibles. Ils ne cessent d'évoluer. Ça nous impose donc des rythmes, des rapports à la vitesse qui structurent en profondeur notre rapport au monde, aux autres et finalement à nous-mêmes. Alors, c'est déjà dit par Marx, hein, il le soulignait, en pointant le fait qu'avec le passage de l'outil à la machine, on invente par exemple le travail à la chaîne, Fordiste, Taylorisme, dans lequel l'ouvrier n'est plus le maître de son propre rythme de travail, de vitesse d'exercice de ses gestes. De même, en inventant l'électricité, formidable invention, qui a également permis, par exemple, d'inventer le travail avant l'aurore ou après le crépuscule et le travail de nuit. Il en va de même aujourd'hui dans le domaine professionnel, dans lequel on est de plus en plus aliéné par la vitesse des informations, des mails que l'on reçoit, des changements, etc. Dans le domaine professionnel. Dans les pays industrialisés, on le sait tous, l'individu est de plus en plus sous pression, au sens de pressé et en même temps oppressé. Il est pressé de faire ce qu'on lui demande. Ah, j'ai envoyé un mail, il ne répond pas dans les 5 minutes, on se dit c'est quand même un peu mal poli, il faut lui réapprendre comme les règles de politesse. Donc on est pressé et oppressé. De plus, on est aussi dépersonnalisé, puisqu'on contrôle de moins en moins les tenants et les aboutissants de notre propre travail, en n'ayant ni le temps ni les moyens d'en saisir toujours la finalité, le sens, etc. On est sommé de s'adapter à des changements rapides dans un monde globalisé, dans un impérialisme qui, comme tous les impérialismes, hein, celui-ci est capitaliste, mais peu importe, est une exploitation de l'homme par l'homme. La différence entre ce que les intellectuels du 19e et de la fin du 20e siècle disaient de la vitesse est d'ailleurs sur ce point assez intéressante. Le changement de modèle qui a alors lieu est presque aussi important, alors il faut toujours se méfier quand on compare des modèles parce qu'il faudrait du recul, mais presque aussi important que la maîtrise des premiers outils il y a 400 000 ans ou l'invention de l'écriture, donc la fin de la préhistoire. Donc ça déjà c'est sympa, on a vécu un changement paradigmatique qui fait peut-être de nous des témoins de l'un des 3 ou 4 plus grands changements paradigmatiques de l'histoire de la technique humaine. On est bien tombé. Si on exclut la période de l'obscurantisme médiéval, la science et le développement des savoir-faire a toujours été un synonyme de progrès. Science égale progrès, au moins jusqu'au XXe siècle. Le positivisme d'Auguste Comte en fit l'apologie, sa devise étant précisément ordre et progrès, qui est même devenue la devise du Brésil. En comprenant de mieux en mieux l'ordre de la nature, notre connaissance et notre bonheur commun allaient bien sûr pouvoir rapidement progresser. On trouve une même idée dans le futurisme, qui est un mouvement littéraire et politique qui vantait au début du siècle dernier la vitesse et la science, dont les inventions des moteurs à vapeur et à explosion ont été pour eux les emblèmes. C'est en ce sens que dans un manifeste qui est célèbre, qui s'appelle le Manifeste du futurisme, Marinetti écrivait, je cite parce que ça me plaît beaucoup, « La splendeur du monde s'est enrichie d'une beauté nouvelle, celle de la vitesse. Une automobile de course avec son coffre orné de gros tuyaux tels que des serpents à l'haleine explosive, une automobile rugissante qui a l'air de courir sur de la mitraille est plus belle que la victoire du Samothrace. » On se croirait dans Fast and Furious, mais c'est pas grave. Alors, il est vrai que si on exclut la sensation du triple galop, jamais l'homme n'a ressenti une sensation de vitesse aussi intense qu'avec l'invention au départ de la locomotive, puis de la voiture et de la moto, à laquelle évidemment nous sommes très habitués. L'avion et la fusée ne comptent pas vraiment dans mes exemples parce qu'on ressent bien la puissance du décollage, mais ensuite on est incapable de ressentir vraiment le grisement de la vitesse. Il peut y avoir quelque chose de fascinant et d'apeurant dans ce sentiment mêlé de puissance et d'absence de contrôle. Moi, ça ne me parle pas viscéralement, mais il y en a qui adorent la vitesse, hein, vous avez remarqué. Et justement parce qu'on se sent puissant, mais on se sent aussi fragile. C'est pas seulement d'ailleurs en plaisantant tout à l'heure que je disais, on dirait la saga Fast and Furious, la citation, puisque le personnage principal de cette saga renvoie à cette espèce de sentiment quasiment religieux, mystique de la vitesse. Carl Gustav Jung, le psychanalyste, appelle ça un sentiment lumineux, c'est-à-dire un mélange d'adoration et de peur. Et je cite Paul Walker, l'acteur principal des films là, de voiture, si la vitesse me tue, ne pleurez pas, car moi je souris. C'était sa devise personnelle, prophétique, puisque c'est à cause de sa vitesse excessive qu'il a décédé en 2013, au volant de l'une de ses plus puissantes voitures. Alors,
C'est le même sentiment entremêlé de puissance et de fragilité qu'on retrouve, je suppose, dans le ski de fond ou dans la Formule 1, où on sait qu'on a des personnages assez étonnants. Alors le parangon de ça, c'est sans doute Ayrton Senna, hein, qui était un personnage assez mystique. Lui, il mourut en 1994 dans un accident sur le circuit d'Imola, mais au regard de son style, fait de prise de risque certes génial, mais totalement insensé, suicidaire pour tout dire, et prise de façon pourtant tout à fait lucide, on peut à peine parler dans son cas d'accident. Alors toute sa carrière, bon j'avais dit Imola, mais bon le jeu de mots n'est pas... Non, non, c'est pas... il vénéra et se sacrifia au dieu vitesse. Avouez qu'il y a de l'ironie dans l'histoire. De nos jours, alors c'est le contraire, hein, évidemment, la vitesse est devenue source d'inquiétude. Hein, on est à l'heure de la sécurité, du 80 km/h sur les routes secondaires. Les technosciences restent bien sûr un objet d'espoir, bon, alors surtout pour ceux qui en détiennent les brevets, mais aussi de défiance, car nous avons vu, à partir du XXe siècle, évidemment, sa face obscure. Rythme de travail de plus en plus oppressant, addiction aux nouvelles technologies, effets nocifs des produits chimiques sur la santé publique, surveillance globale sur Internet, invention d'armes de destruction massive, dérèglement climatique. Pardon, je ne vais pas m'étendre pour pas que l'ambiance devienne trop lourde. Et ça, justement, depuis l'invention de la machine à vapeur qu'adulent tant les futuristes de la fin du siècle précédent. Il y a donc, si on peut dire, un monde à deux vitesses, donc deux mondes, puisque c'est justement la vitesse qui les définit. Celui des pays industrialisés que nous pouvons nommer un instantanéisme, dans lequel le chronomètre est roi, et celui des autres pays qui continuent, en tout cas pour l'instant, à vivre selon des rythmes plus lents, parfois basés sur la nature. Mais pour être plus précis, on doit ici distinguer deux choses, l'immédiateté et l'instantanéité. L'immédiateté, c'est l'absence d'intermédiaire, de médiation. Or, pour que je puisse, par exemple, avoir instantanément accès à une information sur Internet. Par exemple, éventuellement que je n'ai même pas besoin de demander, puisque Google anticipe mes propres demandes, ce qui est encore un parfait instrument de contrôle. De très nombreuses médiations sont indispensables. Algorithmes, applications, satellites, fibres optiques, espaces de stockage, big data, etc. C'est donc sur la base de très nombreuses médiations que s'opère quasiment à la vitesse de la lumière ce que je peux avoir tout de suite comme information. Ce n'est donc pas dans l'ère de l'immédiateté, mais dans l'ère de l'instantanéité que nous sommes entrés, et bon, sans doute dans lequel nous allons vivre de plus en plus. Face à cette situation, les tentatives de solutions avancées par les philosophes ne nous ont pas paru pour ma part très probantes. Alors Karl Marx prône le renversement du capitalisme, puisque c'est évidemment le prolongement naturel du capitalisme, hein, l'ère de l'instantanéité, par la révolution prolétarienne. Bon, pourquoi pas. Idée radicale et utopique qui n'a jamais donné que des dystopies. Martin Heidegger, célèbre critique de l'arraisonnement de la domination techniciste du monde par la raison. Lui, il n'aurait pas aimé du tout notre monde encore plus moderne. Lui fait l'apologie de la poésie et d'une vision poétique du monde. C'est mignon. D'autres, comme les psychologues, nous encouragent à suivre une vie plus éthique, apprendre à décélérer, prendre le temps de prendre son temps, tout ça, bon. Alors c'est un conseil de bon sens, hein, c'est vrai, mais ça a une portée surtout individuelle, alors que le problème il est surtout quand même collectif. Et puis par ailleurs, on a pu constater quelque chose d'étonnant, c'est que par exemple dans le domaine de l'entreprise, nous dans le domaine de l'enseignement, on est un peu plus tranquille. Les employés font valoir leur droit à la déconnexion, hein, pour ne pas recevoir des mails le soir, pendant leurs vacances, etc. Ah oui, mais bon, quand même, remplis le dossier, tout ça. Et donc le problème, c'est qu'on a constaté que chez certaines de ces personnes qui exigeaient leur droit à la déconnexion pour ne pas être esclaves de ce chronomètre, ils devenaient plus stressés et parfois plus dépressifs que les autres, parce qu'ils s'inquiétaient des informations auxquelles ils n'avaient pas accès. Hein, voilà, c'est le problème, c'est que du coup, ils ne savaient pas quels étaient les nouveaux projets, les logiciels, les embauches, les licenciements, et donc ils passaient des vacances très stressantes. Tout ça doit bien sûr nous inciter à prendre un peu plus de hauteur, et non pas de vitesse pour changer, et à nous dire qu'il est sans doute urgent de ne plus vivre dans l'urgence. Alors tout le problème, c'est qu'évidemment, se débrancher, c'est pas facile, parce que toutes ces accélérations de la société moderne font système. Comme l'a montré le sociologue Jacques Ellul, nous sommes nous-mêmes devenus des sortes de rouages d'une grande machine, cette grande machinerie mondialisée qui nous impose son rythme sans véritable but. Mais nous pensons bien sûr, nous, qu'à court terme, à courte échelle, et c'est pas par hasard si aujourd'hui on est plutôt dans une logique du réflexe que de la réflexion, mais qu'on est quand même persuadé que les technologies nous donnent des libertés, alors que nous sommes nous-mêmes esclaves de ces libertés. Exemple concret, quand on consulte rituellement notre smartphone,
Il y a un nouveau mot qui a été inventé pour ça, je ne sais pas si vous le connaissez, on appelle ça la nomophobie. Il faut bien inventer un mot. C'est spécial dédicace pour mes élèves qui ont beaucoup de mal à ne pas consulter leur doudou numérique toutes les 3 minutes. Donc ça s'appelle la nomophobie, ce qui n'a absolument aucun sens, puisque nomos ça veut dire la loi. Donc les nomophobes ça devrait être des anarchistes ou des punks. Hein. Et donc c'est un mot horrible inventé à partir du latin et d'une condensation d'anglais. C'est no mobile phobie. Peur de ne pas avoir mon mobile. On n'est plus à ça près, hein. Allons-y, le latin c'est un truc passé, ça n'a aucun intérêt. Donc nomophobie, vous saurez, ça s'appelle comme ça. Alors quand on est nomophobe, quand on ne peut pas s'empêcher de consulter son smartphone, qu'est-ce qu'on fait finalement, sinon se comporter comme lui? C'est-à-dire qu'en miroir, lui il se met à jour, il réactualise ses fils de données, ses applications. Et nous, en miroir de lui, on se met à jour. On va consulter si on n'a pas des notifications, des mails qui n'ont pas encore été ouverts, etc. Donc on retrouve une sorte de processus dialectique, processus en miroir, qui finalement n'est pas sans rappeler celui du maître et de l'esclave chez Hegel, puisque évidemment moi je peux débrancher mon smartphone comme je veux, c'est moi le maître, mais lui il ne sera pas embêté que je le débranche, alors que moi, si. Donc finalement lequel rend l'autre esclave, lequel rend l'autre libre, lequel a le plus de pouvoir sur l'autre, il ne le sait pas pour l'instant, mon smartphone, il ne se dit pas. Quelle puissance. Mais c'est un peu ça, hein. On est censé être les maîtres de ces nouveaux outils qui nous libèrent, et généralement, c'est eux qui nous aliènent, et puisqu'on est dans le domaine du numérique, qui nous formatent. L'urbaniste et philosophe Paul Virilio, dont on a eu d'ailleurs donc écho du décès là, récemment, a inventé lui aussi un mot. Alors lui, par contre, il parlait correctement le latin. La dromologie. Alors la dromologie, c'est une étude délaissée de ce qu'on peut appeler la logique de la vitesse. Alors en grec, dromos, ça signifie la route, l'allée, l'avenue, par extension la course, d'où le nom du dromadaire. Le dromos, c'est à la fois la rue, le canal de déplacement ou de communication, et la ruée, au sens où on parle d'une ruée vers l'or, par exemple. C'est-à-dire la précipitation dans ces mêmes canaux. On retrouve la même idée dans l'expression française « faire ses courses », hein, vous avez remarqué, qui désigne à la fois la vitesse de ravitaillement dans les allées et les allées elles-mêmes dans lesquelles le ravitaillement s'opère. Hein, et sont souvent très bien organisées d'ailleurs pour qu'on puisse consommer beaucoup plus que ce qui est utile. Par ailleurs, donc, ce qu'on appelait tout à l'heure l'ère de l'instantanéité n'est pas simplement une implication, n'a pas simplement une implication sociale, mais aussi une implication politique. Il devient en effet difficile aujourd'hui de ne pas calquer son temps politique sur le temps médiatique. Hein. Donc vous avez deux problèmes, soit vous suivez l'actualité et on considère que vous êtes un hystérique, soit vous prenez de la hauteur tel Jupiter, et on a l'impression soit que vous êtes méprisant, soit que vous êtes contemporain de Mitterrand. Hein. Voilà. Donc ça va jamais. Ça va jamais. Hein. Aujourd'hui, le temps politique devrait être le temps de la réaction instantanée à l'actualité, ce qui pose un peu problème. On ne laisse pas de place à la pensée complexe, la réflexion fait place au réflexe, la sentence à l'analyse circonstanciée. Et évidemment, les tweets du président Trump resteront sans doute une référence historique là-dedans, dans l'usage, c'est pas gentil mais ils ont fait ça reptilien, de la vitesse dans la communication politique. C'est ce que Paul Virilio reprend, hein, cette idée, alors que Paul Virilio, c'est comme une vingtaine d'années, une trentaine d'années qu'il écrivait. Il parle, lui, pour sa part, de futurisme, mais d'un futurisme de l'instant. C'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de futur, on vit tout dans l'instant sans se demander « et après ». Ce qu'il appelle aussi un présentisme, dans lequel, je cite Virilio, dans lequel tout débouche sur l'impasse de toute étendue et donc de toute perspective. Le tweet a une bonne image, hein, puisqu'il se fait à court terme, sans qu'on ait l'espace nécessaire pour penser aux conséquences des décisions qu'on va prendre pour un futur. Alors, si en plus on rajoute « pour un futur désirable », alors là, on est très très loin de Trump. Plus fondamentalement, dire que la vitesse a une importance politique, c'est dire que la politique, c'est à la fois une géopolitique, comme on l'entend, mais aussi une chronopolitique, qu'on entend moins. Ainsi, les voies romaines n'étaient pas faites seulement pour acheminer des hommes et des vivres, mais surtout des troupes de façon rapide. Et toute la politique de l'Empire romain était dépendante de ça. Comme le dit Paul Virilio, ça c'est joli, si le temps c'est de l'argent, la vitesse c'est du pouvoir. Mais si l'usage de la vitesse dans l'art de la guerre est par exemple déjà présente dans des vieux traités militaires chinois comme Sun Tzu, cela n'a jamais évidemment été aussi déterminant qu'à l'ère moderne. Alors comme exemple, on peut déjà citer deux guerres qui ont tout misé sur la vitesse. La guerre éclair,
qui a permis aux chars allemands, pourtant peu nombreux, de désorganiser les troupes polonaises et françaises et de prendre d'assaut leurs points stratégiques en peu de temps, ou encore plus près de nous, la Seconde Guerre du Golfe, où avec une aviation furtive et ultra rapide, les troupes américaines sont parvenues à marcher sur Bagdad en quelques jours, pour les résultats qu'on connaît. S'il refuse d'être considéré comme technophobe, Paul Virilio défend en ce sens ce qu'il nomme une science de l'accident. Alors, comme le disait Aristote, déjà à l'époque, toute technique est une puissance des contraires. Toute invention peut être, à la fois par son usage, source de bien ou de mal, de bonheur ou de malheur, de libération, d'aliénation, de vie ou de mort. Toute invention possède donc la virtualité d'un type d'accident, une sorte de dommage collatéral du progrès, qui est propre à chaque type d'invention. Alors, comme Paul Virilio le répète souvent, inventer le train, c'est inventer le déraillement. Inventer l'avion, c'est inventer le crash aérien, etc. C'est pas qu'il est pessimiste, c'est que ça fait partie du jeu. Il n'y a jamais eu autant de crash aériens que depuis l'invention de l'avion. Vous avez remarqué ça? C'est hallucinant. Franchement, que font les pouvoirs publics? Dans un souci de rapidité, les hommes ont aujourd'hui fait mieux, ils ont délégué les pouvoirs aux machines, qui peuvent traiter en quelques nanosecondes un nombre immense de données. Elles sont donc capables d'aller beaucoup plus vite que les décisions humaines. On peut craindre évidemment qu'elles ne prennent un jour une décision catastrophique, c'est ce que disait déjà Paul Virilio, un accident total, alors ça peut être d'ordre militaire ou économique, à la fois en déplaçant des sources boursières ou alors en engendrant des guerres, etc. Alors ça a été engendré depuis très longtemps, ça a été illustré depuis très longtemps, puisque la peur de l'homme par les technologies dont il est pourtant lui-même le père, on l'a depuis le golem dans la Bible, le monstre de Frankenstein, etc. Ça montre bien la peur pour l'homme d'être détruit parce qu'il a lui-même engendré. On trouve la même chose aujourd'hui donc avec le problème de la vitesse, et dans des réflexions qui sont pourtant vieilles de plus de 40 ans, Jacques Ellul écrivait, c'est dans un livre qui s'appelle « La trahison de l'Occident », le monde occidental va très vite, c'était il y a 40 ans, Jacques. Le monde occidental va très vite, de plus en plus vite, mais il n'y a pas d'orbite où se situer, il n'y a pas de point vers lequel on avance, nous accélérons indéfiniment et qu'importe où. C'est le délire, l'hubris de la danse de la mort. Ce qui signifie que si la vitesse a toujours été un facteur déterminant dans notre histoire, elle ne l'a jamais été de manière aussi cruciale que depuis ce qu'on peut appeler l'Anthropocène. C'est avec ça que je finirai ma petite présentation. Ce néologisme, encore une fois, forgé par le néerlandais Crutzen, prix Nobel de chimie en 1995, désigne le moment où l'homme, en fait l'homme, c'est beaucoup dire l'homme occidental, a commencé à modifier son environnement d'une manière tout à fait nouvelle et peut-être irrémédiable. Alors ça fait bien sûr des millions d'années que l'homme modifie la nature, et par là même sa propre nature, mais avec l'Anthropocène, tout se joue différemment en d'autres termes, du point de vue du changement et du point de vue de la vitesse. Les scientifiques fixent l'Anthropocène à l'invention de la locomotive. On retrouve nos amis futuristes. Alors en effet, la locomotive, pour moi, c'est une invention un peu comme une autre, et ce que montrent ces travaux de recherche, c'est qu'elle est ontologiquement différente de toutes les autres. Alors peut-être qu'on peut mettre à part l'écriture, parce que bon, ça donne... Mais en réalité, elle est différente de l'agriculture, de l'invention de la barque, de l'invention de la charrue, de l'invention du moulin à vent, tout ce que vous voulez. Parce qu'en fabriquant la locomotive, c'est ce que je n'avais pas bien saisi, il est nécessaire de trouver par exemple énormément de charbon et de le consommer, donc en puisant dans des matières fossiles que l'on soupçonnait déjà pourtant à l'époque d'être en quantité limitée. En plus, la différence, c'est que ce charbon, vous allez pouvoir le produire n'importe où, alors que si vous avez un barrage, il faut bien être près d'un fleuve. Si vous avez un moulin, vous ne pouvez pas le mettre non plus n'importe où. Alors que là, on va pouvoir produire en grande quantité, donc puiser en grande quantité, indépendamment de ce que la nature nous donne, les cours d'eau, le vent, etc., tout en sachant que ce n'est pas durable. Ah oui, qu'on est raisonnable quand même. Donc l'idée c'est ça, c'est que selon la célèbre loi de Gabor, vous savez, qui dit que si une technologie est un jour possible, elle sera tôt ou tard réalisée. Et d'ailleurs, je vous mets au défi, alors, je réussirai peut-être après dans les questions, mais moi, j'en ai pas trouvé, au défi de trouver une technologie qu'on aurait pu inventer, mais on se serait dit, non, c'est quand même pas raisonnable, on va pas le faire. Ben non, évidemment, si on ne fait pas de clonage humain aujourd'hui, c'est parce qu'on n'en est pas capable, et dès qu'on sera capable de greffer une tête de singe sur un corps de canard, on ne se demandera pas à quoi ça sert, on se dira, quand même, on est fort. Voilà, bon. Il y a même des choses qui sont étonnantes, c'est-à-dire qu'on a signé des contrats, enfin des textes de loi, des engagements qui interdisent des armes qu'on a inventées plus tard. C'est-à-dire que les armes, par exemple, les armes bactériologiques ont été inventées par certains pays après qu'ils aient signé
des textes s'engageant à, si un jour il était possible d'en fabriquer, ne pas les utiliser. C'est-à-dire, vous engagez à ne pas utiliser quelque chose que vous n'inventerez pas, probablement, mais que vous inventerez peut-être, oui. Et vous allez quand même essayer de l'inventer. Ouais. Pourquoi? Parce que de toute façon, vous n'en servirez pas. Parce qu'on peut le faire. C'est pas plus bête que ça. Hein. Donc, évidemment, un jour ou l'autre, s'il y a une technologie qui devient impossible, elle est réalisée. C'est ce qu'on a fait avec l'invention de la locomotive, tout en sachant que les matières premières étaient limitées, mais en se disant oui, mais d'ici là, on sera passé à autre chose, etc. Donc on savait que la voie était sans issue, mais elle était pratique, séduisante et bien sûr lucrative. On peut le faire, que de magnifiques progrès pour notre bien-être, pour le reste, on verra plus tard. Alors le tout petit problème, c'est que plus tard, en fait, c'est maintenant. Il ne le voyait peut-être pas venir aussi vite. Et on est, nous, alors malheureusement habitués à vivre dans l'urgence, mais on devrait comprendre que le problème le plus urgent qui est, c'est pas simplement que l'homme met son empreinte sur le monde, parce que son empreinte, l'homme la met depuis que c'est un homme, mais que c'est son empreinte carbone qu'il met sur le monde, c'est un peu plus gênant, libérant donc des gaz à effet de serre plus vite que l'atmosphère ne peut les absorber, détruisant des espèces vivantes plus vite qu'elles ne peuvent se renouveler, alors que de tout temps l'homme a chassé, mais bon, c'est quand même très différent. Ce changement est exponentiel depuis les années 50, et il a été d'ailleurs très bien évalué dans une grande étude scientifique par Will Stephen, chercheur à l'université de Stockholm, qui a écrit là-dessus un texte qui s'appelle « La grande accélération ». Alors, sauf si vous êtes climato-sceptique. La conclusion de ce rapport, c'est que en un tout petit peu plus de 2 générations, l'humanité est devenue une force géologique à l'échelle de la planète. En conclusion, alors il ne s'agit pas d'être dromophobe, hein, c'est-à-dire d'avoir une aversion pour la vitesse et l'accélération et de fustiger un demi-siècle d'innovation qui nous a quand même apporté à une très grande vitesse nombre de découvertes et d'inventions admirables hein, dans de nombreux domaines. La santé, l'hygiène, la nutrition, le transport, la culture. On fait un petit voyage dans le temps entre aujourd'hui et il y a 100 ans. On change d'univers. Entre il y a 100 ans et il y a 200 ans, ou entre il y a 1300 ans et 1600 ans, j'ai l'impression qu'on retrouverait à peu près nos marques. Hein. On mourrait jeune, voilà, etc. Donc c'est quand même formidable toutes ces choses-là. On s'est aussi libéré du poids des traditions. Alors c'est vrai que le buzz a ses limites, mais bon, les poids des traditions qu'on respectait simplement par habitude pendant des centaines d'années, je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup plus intelligent. Mais on devrait aussi souligner donc le danger que représente le fait d'être entré dans une ère de l'instantanéisme. Ce changement a ses raisons d'être, il n'est pas raisonnable, mais il a des raisons. Et le problème, c'est qu'il nous prive surtout de tout rétrocontrôle sur nos propres moyens techniques. C'est la seule différence. Parce quand on a inventé le moulin, on pouvait toujours revenir en arrière. Maintenant, avec nos technologies modernes qui font système, on ne peut plus revenir en arrière. Alors, nombre de scientifiques pensent que nous vivons à l'horizon 2050 ce qu'ils appellent le crépuscule de notre ère moderne d'échange. Alors, crépuscule, ça sonne pas très joyeux. Ceci dit, étymologiquement, le mot crépuscule vient du latin crepusculum, qui signifie incertain, ce qui qualifie assez bien notre avenir. Par ailleurs, il est aussi le nom donné au peu de lumière qui reste après le coucher du soleil, ou alors on l'emploie aussi, de manière analogique, pour désigner la lumière qui précède un nouveau lever de soleil. Hein, autrement dit, l'aube, ce qui est déjà un peu plus optimiste. Et alors, comme on dit parfois qu'une journée est passée à toute vitesse, ce jour où du début de l'humanité, qui a été donc l'Anthropocène, et dont on vit d'ailleurs peut-être la dernière scène, et qu'on a décrit comme un changement totalement déraisonnable de rapport à la vitesse, est sans doute sur le point de s'achever. Alors, après avoir montré en quoi consiste le problème de l'instantanéisme, de vivre dans l'instant et de penser dans l'instant, évidemment, si vous me demandez de vous fournir ici, à l'instant, des éléments de solution, avouez que vous non plus, vous n'êtes pas très raisonnable. Je vous remercie.